Donc bonsoir à toutes et à tous. Alors donc du coup je suis Olivier Ress, je fais partie du COMEX de OnePoint. Et tout d'abord, du coup au nom de David Layani, au nom des 100 partenaires qui co-dirigent l'entreprise et au nom de tous les collègues OnePoint, un grand merci pour votre présence. Un grand merci à Martin pour son invitation et surtout l'honneur qu'il me fait en me permettant de conclure cet événement. Surtout merci à lui pour toutes les bonnes conversations qu'on a autour du thème de l'agilité. Et aussi un grand merci aux équipes qui ont organisé admirablement cet événement parce qu'on est presque à l'heure. Alors, presque trop à l'heure. Alors, on m'a donné 15 minutes. Donc, je ne suis pas un expert de l'agile. Donc, mon regard, c'est surtout celui d'un entrepreneur dans le monde de la tech qui rejoint en fait cette aventure OnePoint fin 2018 pour un entrepreneuriat que j'aime bien appeler at scale. Et la petite difficulté, c'est que j'essaie, comme David, de donner un sens à mon entrepreneuriat, ce qui n'est pas simple forcément tous les jours. Donc mon objectif là sur les 15 prochaines minutes, c'est de vous proposer une ouverture sur l'avenir, mais cette ouverture sur l'avenir qui s'inscrit pleinement dans le présent de nos entreprises, c'est-à-dire maintenant. Alors, je vais essayer de ne pas être trop stratosphérique dans mon propos et j'espère que la prise de recul ne vous fera pas tomber de vos chaises. Et puis, comme j'ai que 15 minutes, je vais essayer de coller à mes notes parce que sinon, je vais exploser le timing. Et j'ai bien conscience que je suis le dernier obstacle avant le buffet, donc je vais essayer de rester sur le timing. Alors, au-delà de participer tous les jours au COMEX de OnePoint, le pilotage de OnePoint, c'est quasiment une daily tous les jours, pléonasme, mais donc on se rencontre membres du COMEX tous les jours pour piloter de façon agile à la journée OnePoint, ce qui fait peut-être une caractéristique de l'entreprise plus manœuvrante que les autres et qui nous a permis peut-être de mieux diriger l'entreprise dans les moments secoués qu'on a vécu. En complément de faire partie d'un COMEX, j'ai la chance de rencontrer souvent des comités de direction d'entreprise, souvent dans des ETI qui sont des entreprises aussi pas mal manœuvrantes versus des groupes un peu plus grands. Et je les aborde avec mon expertise qui est plutôt celle de penser la tech en relais d'une stratégie d'entreprise. Donc mon sujet, c'est pas tellement de vous parler de tech, mais quelque part, le sujet de la tech, il est assez général parce que il rencontre un peu le sujet de l'agilité au sens que ça pose une question pour les entreprises. Est-ce que en fait, la tech, c'est un caillou dans la chaussure ou est-ce que c'est une opportunité ? Et ce qui est intéressant, c'est pas la tech en elle-même, c'est le fait qu'aujourd'hui, elle percute beaucoup des entreprises dans leur façon de fonctionner. Et que ça percute les habitudes installées, les modes de fonctionnement classiques, qui répondent plus du tout aux enjeux du moment et qui imposent une nécessité à changer et à bouger. Alors, quel est le sens de l'agilité ? Alors, est-ce que c'est un outil, une méthode ? Est-ce que c'est une philosophie ? Bon, au risque de vous décevoir, je ne vais pas ouvrir ce débat et surtout, je ne vais pas avoir la prétention de donner un sens à l'agilité, mais je vais plutôt essayer de vous proposer, de vous partager celui que moi, j'ai choisi de lui donner. Alors, j'espère que dans tous les cas, on conviendra que l'agilité, ce n'est pas une finalité en soi, c'est bien un moyen, une posture, un chemin, bref, un des multiples éléments qui permettent de contribuer à 3 petits points. On pourrait dire la raison d'être des entreprises, etc. Voilà. Si on prend un peu de recul sur ce qu'est une entreprise, alors au-delà de la définition du code du commerce, du travail, je passe la loi Pacte, qui est que l'entreprise, c'est un organisme qui doit générer du profit pour rémunérer ses actionnaires. La définition, elle est assez brutale. On va dire que surtout dans l'économie et l'entreprise, c'est un acteur qui est en compétition
et qui est en compétition sur un terrain de jeu lui-même régi par des règles. Donc évidemment, sur ce terrain de jeu, chaque acteur se positionne pour bien figurer sur ce terrain et tout le monde adopte à peu près une stratégie similaire, qui est une stratégie qui est quand même basée sur une croissance volumique, parce que la règle dominante jusqu'à aujourd'hui, c'est l'accumulation de richesse qui est mesurée par un indicateur unique, qui est l'euro ou le dollar. Et cet indicateur, lui-même, c'est un indicateur de l'économie de la matérialité. Un euro, c'est une matière extraite, transportée, transformée, vendue, etc. etc. Le truc intéressant d'un point de vue intellectuel, parce que quand on le vit, c'est quand même moins sympa, c'est que depuis maintenant plusieurs années, en fait, on rencontre une limite à ce mode de fonctionnement volumique, pour la simple et bonne raison qu'on rencontre les limites planétaires et que la ressource, on comprend qu'elle est en moyen limité. Et donc ça vient exercer une rétroaction qui est finalement contraire aux stratégies d'expansion. Alors, en complément de ce grand mouvement de fond, on vit énormément de crises. Je vais les reciter tout à l'heure, mais on en a quand même traversé toute une série dont on peut dire qu'on ne les a pas spécialement toutes anticipées et qu'en plus, elles viennent, en plus de cette rétroaction structurelle, bloquer des stratégies qui ont été finement élaborées. Alors, c'est là où je vous amène, où on peut conclure, ou en tout cas convenir qu'il y a des contraintes non anticipées qui s'appliquent aux entreprises. Et c'est là que je veux amener mon propos. Et finalement, la maxime que moi, je me suis faite autour du sujet d'agilité, et un des trucs que j'avais retenu qui m'avait vraiment bien parlé, c'était de dire que l'agilité, en fait, c'est le fait d'épouser la contrainte. Alors, dans le sens épouser la contrainte, c'est dire la contrainte, plutôt que de la subir, plutôt que de dire elle n'est pas là, c'est je vais l'accepter et puis je vais voir comment je peux transformer cette contrainte en opportunité. Alors la théorie, on a bien compris, c'est la pratique qui est peut-être un peu plus compliquée. Et donc sur le débat, parce que du coup, on aime bien débattre chez OnePoint. Alors comme on entend de temps en temps, l'agile c'est complètement mort, c'est dépassé, etc. Ça a tendance, moi, à me rebrousser un petit peu les poils, parce que je pense que l'agilité n'a jamais été autant d'actualité. Alors, pour enchaîner sur mon point suivant, dans un métier un peu compliqué, moi j'essaie d'avoir des règles un peu simples. Et donc en mission, je dis souvent, un outil ne doit jamais se substituer à un problème de process. Un process ne doit jamais se substituer à un problème de management. Et un acte de management, il ne doit jamais se satisfaire à lui-même, il doit découler d'une vision. Bon, alors après, aujourd'hui, la vision dans les entreprises, il n'y a pas toujours des méga-visions hors gagner un petit peu plus de sous demain qu'hier et optimiser les sous plus que de faire de la conquête, mais bon. Alors, donc, parlons quand même un petit peu de vision, ça me semble intéressant. Alors, pour revenir sur la notion de crise, on est bien d'accord que déjà avant, mais alors depuis le Covid, on collectionne. Le mot crise, il est décliné sur de multiples sujets, plusieurs fois par jour, donc les crises sanitaires, les crises économiques, les crises territoriales, les crises climatiques, la crise sociale, la crise politique, les crises cyber. J'ai mis 3 petits points parce que je me suis dit, on va quand même pas y passer 10 minutes, et je me suis intéressé à la notion de crise. Alors, quand vous allez rechercher dans le dictionnaire, que vous faites des recherches sur le mot crise, on trouve plein de trucs. On trouve en fait principalement des caractéristiques de la crise sur c'est pas prévu, c'est le truc qui est soudain. Il y a souvent la notion de gravité. La crise, c'est un truc grave. Et il y a un truc intéressant sur la notion de crise. Souvent, c'est défini comme la perte d'un équilibre. Typiquement, je maintiens ma température à 37 degrés et puis voilà, donc il y a un équilibre. Et puis à un moment, il y a un truc, hop, je monte en température, j'ai perturbé l'équilibre. Et donc cette notion de perte d'équilibre m'a interpellé parce que si on dit, tiens, une crise, c'est une perte d'équilibre, on peut se dire,
c'est quoi l'équilibre d'avant? Et puis on peut se dire, c'est quoi l'équilibre d'après? Alors en sachant que là, dans le monde dans lequel on vit, alors c'est sûr qu'hier c'était mieux, mais la certitude, c'est qu'on ne va pas retourner à hier. Bon. Donc alors, si on réfléchit un peu à cette notion d'équilibre, le dernier équilibre connu, c'est la croissance sans limite, qu'on connaît en fait jusqu'au début des années 70 avec le premier choc pétrolier, les sorties des accords de Bretton Woods. On oublie souvent ça, c'est la rupture de la stabilité financière, la création, voilà. Et donc là, en fait, on a un ouvrage qui sort qui s'appelle The Limits to Growth, donc les limites à la croissance, qui explique déjà en fait ce qu'on est un peu en train de vivre maintenant. Donc ce qu'on vit maintenant, ça a été très clairement documenté chez tous les grands prétoriers il y a plus de 50 ans, donc on découvre rien. On savait exactement ce qui allait se passer. Alors si on se pose la question de l'équilibre à venir, ça c'est plus compliqué. Ça, c'est le monde sustainable, c'est-à-dire où on va en fait équilibrer les besoins, alors principalement de l'humanité, avec les ressources finies et renouvelables dont on dispose. Alors ça, pour ceux qui s'y intéressent, on n'y est pas tout à fait. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est dans cette perte d'équilibre. Donc l'équilibre d'avant, on le voit, l'équilibre d'après, c'est pas tout de suite. Et entre ces deux équilibres, ce qu'on peut constater, c'est que c'est extrêmement difficile, voire impossible, de prévoir. Et donc là, vous avez tous le fameux acronyme VUCA, volatilité, l'imprévisibilité, complexité, l'ambiguïté. Et là, on a un problème. Donc comme on ne peut pas prévoir, la conséquence, c'est qu'il ne nous reste qu'une seule stratégie, c'est de s'adapter. Bon. C'est là que la position, pour moi, des entreprises, elle me semble un peu discutable, parce que la prévision et l'adaptation ne font pas toujours bon ménage. Je pense que ce n'est pas antinomique, mais ça ne fait pas hyper bon ménage, parce que souvent, en fait, le fait de s'adapter, quand on a fait un plan et que ça ne se déroule pas comme prévu, c'est souvent vécu comme un renoncement, en particulier en France, dans notre culture de tout prévoir, parce qu'il ne faut jamais se tromper. Donc dès qu'il y a un truc imprévu, paf, et qu'il faut s'adapter, c'est quand même vécu comme un petit bout d'échec. Et donc, ça, c'est un petit peu difficile dans une culture où on a appris, on a été éduqué à tout structurer, réguler pour tout maîtriser. Deuxième point, c'est que si on prend aussi un peu de recul au sein des entreprises, la priorité sur quasiment un siècle d'économie, elle a été donnée à la performance. Et comment on a fait de la performance? En mettant du process et de l'orga bien rigide pour éliminer en fait le maillon le plus faillible, à savoir l'humain. Bon, alors ça a bien marché jusqu'à maintenant. Pas sûr que ça marche encore des masses. Alors, un niveau un peu plus stratégique. Alors, je pense que ça peut être intéressant de revisiter la notion de valeur en réinterrogeant l'implication tacite. Alors, quand je dis tacite, c'est parce qu'elle est tellement ancrée au cœur de la société qu'on ne la voit même plus, qui dit à peu près simplement la croissance implique le progrès. Alors, la croissance, j'entends la croissance au sens économique, parce qu'on va gagner plus, ça va être mieux. Et que le mieux, ça va nous permettre d'être heureux. Enfin, un siècle de société de consommation dit si j'ai un nouvel iPhone tous les 2 ans, je suis heureux dans la vie. Et ça a été défini par plein d'études qui dit que je suis heureux dans la vie si tous les 10 ans, je gagne 30% de plus ou 10% de plus que mon voisin ou mon beau-frère. Ça, c'est les études économiques, etc. Bon, en tout cas, je pense qu'il faut réinterroger le plus, c'est mieux. Alors après, parce que je dépasse déjà un petit peu, pour en revenir en pratique, mais c'est pour atterrir un petit peu. Donc, si je reprends mon prisme de la tech, mais ça reste aussi valable pour les autres domaines de l'entreprise, ce qui est intéressant, c'est que je vois une limite, quelque part, un peu dans le conseil, alors qu'il soit externe ou interne. Donc, ça peut être nous vis-à-vis d'un client ou les propres cellules de transformation en interne. Je trouve qu'on atteint une certaine asymptote dans les efficacités, dans la capacité à se transformer et à réinterroger cette notion de valeur dans les entreprises. Et pourtant, on a énormément de potentiel devant nous. Je ne vais pas vous faire l'IA, le machin, etc., etc. Mais en fait, il y a énormément de gains à aller chercher, mais ces gains, on ne pourra pas les chercher
sans changer. On ne va pas voir juste aller le chercher en bougeant la marche. Un des constats que je fais sur cette asymptote du conseil, qu'ils soient internes ou externes, c'est le problème que les plans ne coïncident pas. Donc les plans de la direction générale, les plans des N directions fonctionnelles ou support, les plans des DSI, bah chacun fait ses plans, mais les plans, ils ne coïncident pas, voire ils se neutralisent. Et donc, ça, c'est intéressant parce que énormément de choses ont été dites. Et moi, il y a un truc qui guide un petit peu ma carrière depuis pas mal de temps, qui était une méthode pour adresser la complexité. Alors, je vous la cite, hein, itératif incrémental, centré sur les cas d'utilisation, piloté par l'architecture. Bon, là-dedans, il y a quand même du lourd dans le truc. Ça, c'est la définition du Unified Process dans un bouquin par Valtech, qui lui-même l'avait pris du Rational Unified Process. Ça date de 2000, ce truc-là. Je pense que ça n'a jamais été autant d'actualité. Associé en fait au talent d'animateur, de conciliateur, du profil agile, je pense que ça, c'est une compétence que l'intelligence artificielle n'est pas prête de remplacer à court terme. Donc pour conclure, donc dans un monde qu'on ne peut plus prévoir, alors j'oserais dire que l'on ne comprend plus, mais je suis assez open au buffet pour que quelqu'un vienne m'expliquer. Donc se donner de nouveaux repères me semble incontournable et incontournable pour notre environnement proche, parce que le fantasme de sauver le monde, je pense qu'il est un peu loin. Donc il faut peut-être redonner aussi du sens en local. Donc croire en une vision, respecter un système de valeurs, s'adapter en permanence, me semble être une stratégie au sens moyen, hein, la stratégie pas d'une fusée, me semble être un moyen qui n'est pas plus mauvais qu'un autre. Et donc pour terminer, on a un mot de conclusion pour cet événement qui s'appelle Future of Agile. Je dirais que Agile is the future. Merci. C'est vraiment l'heure du buffet. Je parle vraiment 30 secondes, déjà juste pour vous remercier à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. Et pour les plus courageux, ceux qui ont fait l'intégralité de l'après-midi, vous allez mériter votre cocktail. On organise bientôt un autre événement. Donc, c'est le Product in Corp, enfin bientôt en juin. Donc voilà, c'est juste, je fais un peu la promotion de cet événement qui sera aussi la seconde édition. Je tenais aussi à remercier à tous les speakers qui sont intervenus sur les 3 tables rondes. Merci à toi, Olivier, pour la conclusion. Et merci à toute l'équipe organisatrice de OnePun pour tout le travail réalisé pendant des mois. Voilà. Vous pouvez aller au cocktail.